Bienvenue, on plonge aujourd'hui dans près de 8 siècles d'une histoire assez incroyable qui a façonné la péninsule ibérique, la Reconquista. Oui, c'est ça. À partir de 711, l'expansion musulmane et puis la longue, très longue résistance et reconquête par les royaumes chrétiens. Tout à fait. Nos sources, des extraits d'un documentaire vidéo qui retrace tout ça et notre but c'est d'en extraire les moments clés, quoi. Absolument. Et faut bien voir que ce n'est pas juste une série de batailles, hein, loin de là. Oh non. C'est une transformation vraiment profonde. Culturelle, religieuse aussi. Les palais, les mosquées devenus cathédrales, les forteresses. C'est vrai. Les traces sont partout en Espagne. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert, en quelque C'est sorte. une bonne image. Alors tout démarre au nord, c'est ça, dans les Asturies? C'est ça. Juste après l'invasion de 711, il y a ce noble Wisigoth, Don Pelayo, qui, euh, qui refuse la soumission et il lance la résistance. D'accord. Et ça mène à cette fameuse bataille Covadonga en 722. Exactement, Covadonga. Alors, au départ, c'était peut-être juste une escarmouche, mais ça prend une dimension symbolique énorme. Le point de départ mythique, quoi. Voilà, le mythe fondateur de la Reconquista. Le documentaire parle même d'une légende, une intervention de la Vierge dans une grotte. C'est devenu un lieu de pèlerinage d'ailleurs. Ah oui? Et ces symboles, c'est capital pour mobiliser, pour donner du sens à la lutte. Bien sûr. Un autre exemple, vers 813, la découverte, bon, réelle ou supposée, hein, des restes de l'apôtre Saint Jacques en Galice. Ah, Saint-Jacques de Compostelle. Exactement, c'est la naissance de Saint Jacques de Compostelle. Et ça devient un aimant spirituel pour toute la chrétienté. Un symbole ultra puissant de la lutte contre ce qu'on appelait l'infidèle à l'époque. Et le pèlerinage devient un phénomène énorme, j'imagine. Un phénomène de masse et un vecteur d'unité aussi pour ces royaumes chrétiens du Nord. D'accord. Alors pendant des siècles, cette frontière entre chrétiens et musulmans, elle bouge tout le temps. Souvent autour du fleuve Duero, c'est ça? Oui, le Duero sert souvent de ligne de front mouvante. Et côté musulman, on construit des défenses monumentales. Ah oui, comme Bah, le château de Gormas, par exemple. Le docu le présente comme la plus grande citadelle d'Europe à l'époque. la plus grande. Oui, et il aurait changé de main une centaine de fois. 100 fois. Non mais c'est dingue. C'est vertigineux, oui. Ça montre l'enjeu stratégique. Il est devenu définitivement chrétien que vers 1060. D'accord. Et en face, les chrétiens, ils fortifient aussi, j'imagine. À Zamora, par exemple? Oui, Zamora aussi. Mais la reconquête, c'est pas que militaire. Quand une ville comme Tolède est reprise en 1085, il faut la repeupler. Ah oui, la question du repeuplement. Exactement. Et c'est là qu'on voit apparaître des villes fortifiées incroyables, comme Avila, ces murailles de 12 mètres de haut. Impressionnant. Et ce qui est fascinant, c'est que des prisonniers musulmans ont parfois participé à la construction. On voit même leur influence architecturale. Ah bon? Comment ça? Par exemple, dans la forme pointue des créneaux sur les murailles. C'est assez typique d'Al-Andalus, en fait. On offrait des terres et un statut social meilleur. Ça attirait beaucoup de colons du Nord, souvent des gens modestes qui cherchaient une vie meilleure, quoi. Et puis, c'était aussi une façon de sécuriser les territoires. Logique. D'autres acteurs entrent en jeu ensuite. Et pas des moindres, les Templiers. Le docu dit 100% moines, 100% soldats. C'est une force redoutable, mais pas seulement. Exactement. Ils ne faisaient pas que combattre. C'étaient aussi des organisateurs hors pair. Ils géraient des terres, ils assuraient la logistique, la protection des pèlerins sur les chemins de Compostelle. Une sorte de multinationale avant l'heure, presque. Un peu, oui. On leur confiait des points stratégiques, des châteaux énormes comme celui de Ponferrada. D'accord. Et puis, il y a un moment charnière, un tournant décisif. Oui, clairement. 1212, la bataille de Las Navas de Tolosa. Ah oui, celle-là. Là, les royaumes chrétiens, Castille, Aragon, Navarre, s'unissent. Et ils infligent une défaite majeure aux armées almohades. C'est le tournant. D'accord. Et ça ouvre la voie vers le sud. Voilà. La route vers l'Andalousie est ouverte. Dans les décennies qui suivent, Paf, Cordoue, Séville, elles tombent. Il ne reste plus que le royaume de Grenade. Le dernier bastion. Et l'acte final, il se prépare avec un mariage clé. Oui, le mariage d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon en 1469. L'union des deux plus grands royaumes chrétiens. Les fameux rois catholiques. C'est ça. Et ce sont eux qui vont lancer l'assaut final sur Grenade. Ils mobilisent des moyens énormes pour le siège. Et ça se termine quand? La magnifique Alhambra. C'est la fin, après presque 800 ans. 8 siècles. C'est presque inimaginable. Une page immense de l'histoire qui se tourne. Une période d'une richesse et d'une complexité incroyable, oui.
Elle a vraiment forgé l'Espagne moderne, laissant cet héritage monumental, fait de guerres, bien sûr, mais aussi d'échanges culturels, de coexistence, forcée ou choisie parfois. Et ce qui est frappant, pour finir, c'est que cette énergie, cette ambition accumulée pendant des siècles, elle ne disparaît pas comme ça. Ah non. La même année, 1492, les mêmes rois catholiques financent un certain Christophe Colomb. Eh oui. Le timing est incroyable. On peut se demander comment cette très très longue lutte intérieure a-t-elle, d'une certaine manière, préparé ou conditionné l'Espagne à se projeter ensuite vers l'extérieur, vers le Nouveau Monde et son rôle mondial. C'est une excellente question. Ça laisse à réfléchir sur les conséquences à long terme de cette période.